Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Merci d'être là, merci d'être venus aussi nombreux. J'allais dire bonsoir mesdames et messieurs, mais ce sera plutôt madame et messieurs. Il y a aussi une autre femme. Oh, merveilleux, 2 femmes ce soir, ça fait plaisir. On est en train de crever les scores là. Alors ce soir, on est évidemment ravis de vous compter parmi nous parce que vous êtes la crème des abonnés de After Foot, la revue. Quand je dis la crème, c'est que vous nous avez fait confiance depuis le début pour s'engager dans cette aventure et on est absolument ravis que vous la souteniez comme vous le faites. Et évidemment, ce soir, c'est le deuxième volet des rencontres qu'on vous propose avec Daniel, Gilbert. Et vous allez voir beaucoup d'autres personnes ce soir, puisqu'ils vous ont concocté quelques surprises. Vous voyez, il y a 4 fauteuils, donc ça veut dire qu'ils ne seront pas que tous les 2 ce soir. Moi, je voulais surtout remercier, si vous me le permettez, je voulais remercier la mairie de Puteaux qui nous accueille quand même, puisque ici c'est un conservatoire public, c'est le conservatoire Lully. Et ce conservatoire, je voulais aussi en remercier son directeur, qui s'appelle Patrick Marco, qui est un homme formidable et qui a l'ouverture d'esprit, qui fait que non seulement la musique l'intéresse, mais aussi les autres arts, dont le football, qui est un art populaire que vous adorez, qui est assez rarement salué dans des conservatoires. Mais en tout cas, merci beaucoup pour lui. Et si vous pouvez lui faire quelques applaudissements, il sera sensible. Merci Patrick et toute ton équipe. Alors, comme dans toute bonne soirée, je voulais aussi vous présenter quelques personnes que vous n'avez pas l'habitude de voir avant d'accueillir vos 2 vedettes préférées, Daniel et Gilbert. Je voulais vous présenter Pierre Sommard. Pierre Sommard, qui fait partie de l'équipe aussi du After Foot, la revue. Bonsoir Pierre. Salut Stéphane. Alors, question toute bête, les gens ne te connaissent pas évidemment. Qu'est-ce que tu fais dans After Foot, la revue? C'est une question qui peut les intriguer. Alors, je suis journaliste, je coordonne notamment la construction de la revue et je suis derrière le site afterfoot.media. Alors bon, tu as été assez exhaustif dans les remerciements. Moi, j'aimerais remercier tous les abonnés qui contribuent tous les jours sur le site. Merci à eux, je pense qu'on peut les applaudir aussi. Voilà, merci à vous parce que Pierre, tu ne l'as pas encore précisé, mais il y a eu déjà plusieurs centaines de contributions publiées sur le site. Alors là, cette semaine, on a passé le cap des 120 publications, donc c'est plutôt pas mal. Et alors, pour ceux qui ont déjà eu le 3e numéro entre les mains, ils ont pu voir qu'on a souhaité les remercier, tout simplement. Et puis, on a consacré une double page dans la revue aux meilleures contributions, à ces quelques contributions qui ont été publiées les 3 derniers mois sur le site afterfoot.media. Donc, merci à eux, encore une fois. Et sachez que vos contributions sont très lues, sont très appréciées, donc soyez-en doublement remerciés. Alors, dans un instant, on va accueillir Daniel et Gilbert. Je voudrais quand même juste vous rappeler que l'on est très heureux de faire une aventure commune avec eux parce que, 1, c'est une émission qui existe depuis 15 ans, plus de 15 ans même maintenant. 2, on peut dire qu'ils ont installé le football sur RMC et que c'est l'émission référente du football sur RMC. Et puis, 3e, c'est le podcast de France le plus successful. Il y a plus... Je crois que je vais peut-être écorner la réalité, mais il y a plus de 20 millions de téléchargements chaque mois pour leur podcast. Alors, merci à eux de cette aventure. J'ai assez parlé et je vous demande d'accueillir Daniel et Gilbert et tous ceux qu'ils ont décidé d'inviter ce soir. Daniel et Gilbert, merci beaucoup. Merci d'être là. Bonne soirée. Bonjour à tous. Merci d'être venus, c'est super. On est ravis d'être là avec vous et avec tous nos contributeurs, parce qu'il y en a pas mal de contributeurs, vous allez voir, qui sont venus ce soir. Alors nous, c'est un peu bizarre parce que d'habitude, on est dans notre studio un peu entre nous, quoi. Daniel, il peut se mettre comme ça avec son téléphone, tranquille, personne ne dira rien. Là, il faut se tenir bien et puis on a un vrai public, mon petit Daniel. Voilà, qui est là. Donc, on va parler de la revue. On va aussi parler de l'after, si vous le voulez, parce que la revue que vous avez peut-être
déjà tous lus ou pas encore, mais enfin, ce sera l'occasion de revenir avec nos contributeurs sur notre façon de fonctionner, leur façon de travailler aussi. On a aussi avec nous ce soir Zaven, notre illustrateur qu'on adore, et qui là aussi pourra vous expliquer comment il bosse. Enfin voilà, on va vous proposer une petite plongée en fait dans la construction de la revue. Et puis après, quand on aura passé tout ça, quand on aura fini tout ça, on pourra parler aussi de l'after si vous avez des questions. Voilà, on se fera un petit moment de questions-réponses. On n'est pas à l'antenne ce soir, on va faire un after privatif. Voilà, c'est un peu ça. Et puis après, on ira manger un morceau et boire un coup tous ensemble, quoi. Alors je sais qu'il y en a certains qui sont venus de loin aujourd'hui, donc merci vraiment d'être venus, c'est super. Comme le disait Stéphane, nous, on est, voilà, on est très contents de, comment dirais-je, de faire ça avec vous tous, parce que l'after, c'est une famille, quoi. Voilà, et la famille de l'after, c'est vous. C'est la communauté de l'after qui nous suit depuis tout ce temps-là. Nous, on est toujours un peu étonnés comment dirais-je, de la fidélité des auditeurs, des lecteurs. On s'en réjouit, bien sûr, et enfin, nous, on fait tout ça pour nous, évidemment, parce que c'est notre passion, mais on le fait aussi pour vous tous, quoi. Voilà, sans démagogie, mais c'est vrai. Voilà. Tu veux dire un mot, peut-être? Tu as tellement été parfait, enchaînons. Bon, voilà, donc il ne veut rien dire. Donc, on va accueillir nos premiers contributeurs. Tiens, on va démarrer par Pierre Rondeau, si tu veux bien. Pierre, que vous avez souvent dans l'after, que vous pouvez applaudir. Daniel, comment est-ce que tu présenterais Pierre? Notre économiste. C'est assez simple. Il n'est pas que économiste, Pierre. Bah, à la base, il est passionné de foot déjà. Généralement, quand on dit économiste, on a toujours l'impression que c'est les mecs qui sont là pour compter les sous, mais le foot, c'est pas leur passion, alors que lui, ça l'est. Oui. On ne dira pas quel club tu supportes, ça pourrait froisser des gens. L'US Saint-Malo. Ah bon? Très bien. Moi, je suis parisien, moi, donc voilà. Je supporte le Paris FC. Et il est avec nous depuis le début. Dans l'after, déjà, tu commences à être un régulier. Et dans la revue de l'after, je pense que tu as raté un seul numéro, même pas, non? Tu as été là dans tous les numéros. J'ai fait les 3. Tu as été là dans tous les numéros, J'ai fait bien les sûr. Voilà. Tu fais partie de l'équipe. Exactement. Et je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a pas ta photo sur la page 5. C'est ce que j'ai remarqué dans le numéro 3. J'étais assez. Pourquoi? Il n'y a pas ma photo. Bah, c'est pas la fin du monde. Hein. Non, je me connaisse. Voilà. Une simple signature, ça suffit. Alors, parle-nous de ton article. L'article, le making-of de l'article, alors c'est sur l'Arabie Saoudite, je sais pas, vous avez tous lu, j'imagine, le numéro 3, sur l'Arabie Saoudite, sur le rachat du fonds souverain saoudien du club de Newcastle. Je précise, alors, anecdote sur l'organisation et le making-of de la revue. Daniel m'appelle un mardi, je crois, il me semble, en me disant, alors avec un air un peu... je vais pas dire paniqué, mais pas loin. Voilà. Il me dit ouais Pierre, voilà, on fait un truc sur la géopolitique et on a absolument pas parlé de l'Arabie Saoudite. T'es pas dans la revue, ça te dirait de faire un article sur l'Arabie Saoudite. Moi, actuellement, je fais ok, d'accord, très bien. C'est pour quand? Bah, ça serait bien pour demain. D'accord. Ah ouais, des fois on est à l'arrache. D'accord, donc je vais le faire. Je l'ai fait en une après-midi. Hein. Finalement, mardi, je l'ai envoyé mercredi soir, je crois. Et j'espère que c'est pour ça que tu es un spécialiste. Voilà, c'est que tu peux aller très vite et l'article est. Mais il faut dire qu'on avait été rattrapé par l'actualité. Oui, bien sûr. C'est pas une question de manque de. C'est au moment où les Saoudiens ont officialisé. Voilà, c'est sur l'actualité, à chaud, il fallait réagir. Comme on avait ce dossier sur le Qatar, le soft power, on s'est dit, il y a des pages en géopolitique, il y a sur l'Écosse, il y a sur le Qatar, il y a sur la Chine. Et c'est vrai que dans l'actualité, il n'avait pas anticipé, ce qui est normal. L'Arabie Saoudite est arrivée, donc il fallait traiter l'actualité. Et donc voilà, j'ai fait l'article, j'espère de qualité, sur la question, c'est pourquoi l'Arabie Saoudite dans le football. Entre les lignes, effectivement, pour ceux qui l'ont lu, je parle bien évidemment de Marseille. Parce qu'il y avait cette fameuse rumeur de l'Olympique de Marseille. Ah, le fameux hashtag VentoM. Exactement, en précisant. Qui nous régale tous. Moi, par exemple, j'avais à la fois des Arrête échos. d'être ironique là-dessus. On va encore croire que tu caches des informations. Évidemment qu'on en cache. Non, mais ne sois pas ironique parce que les gens ne te croient plus après. Mais c'est ça qui est hallucinant même, c'est que parce qu'on disait qu'on n'avait pas d'infos et qu'on n'y croyait pas, les gens pensaient qu'on cachait des informations.
Moi, j'ai jamais caché d'infos. Dès que j'en ai, je les donne. C'est le Oui. but. Et là, on n'en avait pas. Et si on n'en avait pas, Le c'était but, parce c'est que. c'est de parler des choses, c'est pas de les cacher. Surtout que depuis, on a appris que les Saoudiens s'intéressaient plus à Bordeaux qu'à Marseille. Surtout. Donc, Surtout. Et justement, parce que dans l'article, je parle de l'Olympique de Marseille et je rappelle que on parle souvent de conflits dans le Moyen-Orient, enfin de conflits de compétition entre les pays du Moyen-Orient. Il y a souvent qui est cité, qui est mis en avant, les Émirats arabes unis de City avec le Qatar du PSG. Mais, et Kevin, qui est lui spécialiste en géopolitique, Kevin Vessière qui est là, sera bien plus compétent que moi pour parler de ces notions en géopolitique. Mais il est connu que l'Arabie Saoudite et le Qatar, c'est deux frères ennemis qui se détestent. Mais littéralement, il y a eu des boycotts, il y a eu des menaces, il y a eu même médiatiquement. Pour ça que ça aurait été bien à l'OM. Bah non, mais justement, c'est pour ça qu'ils ont même au fond d'eux, en termes de stratégie pour investir dans le football, ils ne voulaient pas aller à Marseille. S'ils avaient dû vraiment réfléchir, dialoguer, discuter sur une probable vente et rachat de l'Olympique de Marseille, ce qui n'est jamais arrivé. Mais s'ils avaient dû y réfléchir, c'était pour être immédiatement au même niveau, mais exactement, pas pour prendre des tartes ils pouvaient pendant pas, 2 ans. Ils ne pouvaient pas prendre le risque vis-à-vis du Qatar, qui est vraiment leurs pires ennemis, perdre pendant 5 ans avant de pouvoir s'installer dans la durée et devenir un club compétitif. Là, à Newcastle, l'avantage, c'est que c'est la Première Ligue, c'est qu'ils vont pouvoir se faire la main finalement face au Big Six anglais, et sans finalement avoir ces 2 rencontres annuelles contre le PSG, pardon, si ça avait été Marseille, et prendre le risque de les perdre. Parce que médiatiquement, diplomatiquement, pour eux, ça allait à l'encontre de ce qu'ils espéraient dans cette quête de nation branding, d'amélioration de leur réputation, de leur notoriété en matière footballistique. C'est pour ce genre de papier qu'on a créé la revue, en fait. Parce que c'est vrai que des fois, dans l'after, l'actualité nous rattrape. Donc, on n'a pas forcément le temps d'aborder tous les sujets qu'on voudrait aborder. On n'a pas nécessairement le temps de parole nécessaire à donner à tous nos intervenants réguliers. Et donc, quand Stéphane a eu l'excellente idée de création de cette revue, c'est vrai que ça faisait partie des éléments où on s'est dit, ouais, il faut y aller parce que c'est un support d'expression en plus. C'est la promesse du départ, voilà. Aller plus loin que tout ce qu'on peut dire à l'antenne quand on n'a pas le temps. Dis-moi, Pierre, comment on devient ce spécialiste de foot? Oui, mais de l'économie du foot. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi au départ, c'est économie tout court. Est-ce que tu veux que je te raconte ma vie aussi? Non, ta vie, non, mais économie du football, quand même. Moi, alors, très brièvement, parce que je n'ai pas parlé pendant des heures, mais c'était... alors déjà, comme tu as dit, je suis fan de foot avant tout. Et moi, je n'ai pas du tout, si vous voulez, fait des études sur typiquement l'économie du football. Moi, je suis vraiment de formation en économie. J'ai même ma thèse n'a rien à voir avec l'économie du sport. Mais comme j'étais donc de formation en économie, j'étais prof de SES. J'ai commencé, c'était en 2013. En 2013, j'ai commencé prof de SES. J'avais passé de l'agrégation et j'étais prof de SES dans Paris, au lycée Edgar Quinet, dans le 9e arrondissement. Et jeune débutant prof, fan de foot, face à des gamins qui ne s'intéressent pas vraiment à ce que tu fais. Rapprocher le foot et l'économie. Exactement, je parlais foot et économie. Donc j'ai fait des parallèles entre l'économie et le foot. Quand je leur parlais de notions en économie, de croissance, de développement, je leur parlais de football. Et ça m'a intéressé, ça les a intéressés, donc j'ai continué sur cette voie. Il y a un vrai sujet. Et dis-moi, juste avant qu'on te laisse tranquille, Pierre, je me souviens pas si on t'avait reçu, ça n'a rien à voir avec l'économie du foot, pour ce livre-là, mais je crois que oui. En 2017, qu'est-ce qui t'avait pris là? Pourquoi les tirs au but devraient être tirés avant la prolongation? J'étais venu. T'étais venu? J'étais venu, ouais, j'étais venu. Je me souviens pas du tout Si, d'une j'étais justification cohérente de ce concept. T'avais posé la même avant la question. prolongation. T'avais me posé la même question. Ça m'avait pas convaincu alors parce que j'ai pas souvenir de ça. Alors c'est un livre qui n'est pas intégralement. C'est Jacques-Henri Hérault qui t'a donné l'idée, non? Comment? C'est Jacques-Henri Hérault. J'aurais pu lui faire une proposition. Il aurait pu t'en donner d'autres des idées comme ça. Il aurait pu la soutenir. Non. Donc tu as fait un livre avec ça. Alors c'est pas un livre qui est entièrement consacré à la proposition, les tirs au but avant la prolongation, mais l'idée, alors très rapidement, parce que ça fait un livre, donc je vais pas en parler pendant 1 heure, mais l'idée, et j'imagine que ceux qui sont là s'en rappellent, j'espère, comme vous êtes des auditeurs de l'After, l'idée c'était de considérer qu'on gagne un match non pas sur une séance qui n'est pas du football. C'est ce que disait Cruyff par exemple, les tirs au but et les pénaltys, c'est pas du foot. On n'est pas d'accord avec Cruyff là-dessus. Donc l'idée c'est de considérer qu'on remporte une rencontre sur un match de foot. Tu as parlé de Cruyff, il y a Sheriff, il commence à s'agiter là. C'est pour ça que je cite dans le livre, pour Cruyff, les tirs au but ne sont pas du football. Et il trouvait indécent de pouvoir gagner un match sur une séance qui n'était pas du football.
Donc l'idée, c'est de considérer que tu fais les tirs au but avant. L'équipe qui remporte la séance a un avantage lors de la prolongation. C'est-à-dire que l'équipe qui a perdu la séance de tir au Pourquoi but... tu auras un avantage si c'est pas du foot? Attends. Ensuite, l'équipe qui a donc perdu la séance de tir au but, c'est un peu comme le concours de jongle chez les jeunes. Tu as un avantage si tu remportes le concours. Donc là, tu as un avantage si tu remportes la séance. Donc ensuite, tu joues la prolongation comme d'habitude, une demi-heure. Bon, on va dire que tu es meilleur en économie, hein, si tu permets. Pierre, quelle indignité. Non, mais reste franchement, tout de même. Tu m'as posé la On va question. demander à je te Chérif s'il réponds, mais comprend quelque chose, comme c'est le j'ai spécialiste même de pas Cruyff déterminé. ici. Je suis J'aimerais- sûr qu'ici, ils ont tous compris. On va mais rester bon. dans la géopolitique. J'aimerais qu'on accueille Kevin Vessière qui nous rejoint, qui est aussi un des contributeurs de notre numéro 3 et qui a écrit un papier passionnant sur la Chine. La Chine et le foot. On voulait faire le point sur l'investissement de la Chine dans le foot. Tiens, Kevin. Et c'est toi qui as écrit donc ce papier-là. Bon, vous l'avez vu sans doute, il est là. Kevin, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, tu es déjà venu aussi dans l'émission parce que tu as aussi un compte Twitter. Alors, il faut tous vous abonner parce que c'est passionnant, qui s'appelle FC Geopolitics. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est grâce à l'After que j'avais fait ma première émission radio. Donc, je vous remercie encore pour cette opportunité. Et après, c'est vrai qu'effectivement, le compte Twitter FC Geopolitics, je parle effectivement de pourquoi est-ce que le football, c'est plus que du football et pourquoi est-ce qu'on peut y associer de la géopolitique, des questions politiques. On parlait tout à l'heure du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Et aussi là, dans ce papier-là, c'est comprendre pourquoi est-ce que la Chine veut devenir la plus grande puissance du football, alors qu'ils n'ont pas de culture football à proprement parler depuis qu'ils se sont lancés là-dedans et qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution. Donc On voit dans le papier qu'ils en reviennent un petit peu quand même. Ils statent un peu, là. Il y a un petit recul. C'est fini, ils veulent plus les Chinois alors là. Dans le papier, en fait, c'est que finalement, on parle beaucoup de la Chine depuis quelques années comme grand acteur du football, mais que finalement, les investissements qui sont mis, qui sont conséquents, parce qu'on parle de 20 000 académies de football, on veut mettre 70 millions de Chinois au football, mais que finalement, 10 ans après, il y a rien qui s'est passé, puisqu'il n'y a pas d'équipe nationale compétitive, il n'y a pas de grand joueur qui a pu s'exporter en Europe. Il y a le symbole de cette non-réussite, c'est Wu Lei, l'attaquant de l'Espagnol Barcelone, c'est l'un des seuls joueurs chinois à s'être exporté dans les 5 championnats européens. Et après, on voit aussi que les clubs sont en difficulté, et même aussi les investisseurs avec le groupe Suning, qui est propriétaire de l'Inter de Milan, et dont le club chinois a disparu. Et dis-moi, Kevin, on parle souvent de l'universalité du football. Alors, que ce soit regardé partout ou quasiment partout, que ça passionne les gens partout ou quasiment partout, ok. Mais c'est pas joué partout, on va dire si, mais vu d'Europe, on est très très conservateur. En gros, on considère que le foot c'est une chose sérieuse en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique. Pour le reste, l'amateur de foot en Europe, il considère comme des sous-continents l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Océanie, on n'en parle même pas. Finalement, on a une vision qui est très auto-centrée sur nous. C'est vrai que C'est pour ça qu'on fait toujours la gueule quand on dit on va aller jouer une Coupe du Monde là. Ah non, c'est pas un pays de football. L'Asie, on avait dit la même chose. Non, mais cette question de conservatisme, conservateur. elle est encore bien présente, hein, parce qu'effectivement, on regarde pour la Coupe du Monde, même si là ça va plus s'ouvrir, les places elles sont réservées essentiellement aux nations européennes et aux nations d'Amérique du Sud. Ouais. Et après, on voit aussi que quand on donne la chance à certaines nations asiatiques, pour l'instant, elles sont pas. Au niveau des équipes nationales, elles ne méritent pas forcément plus de place actuellement. Et la Chine, notamment, pousse pour effectivement avoir une équipe nationale compétitive. Mais pour l'instant, ça ne le fait pas parce que c'est un sport collectif. Il faut du temps pour créer une équipe compétitive et ça n'a pas été le cas. Et même quand on dit sérieux, c'est même dans la façon dont c'est vu par les joueurs. Quand à un moment, les joueurs allaient en Chine, on sait très bien qu'ils s'en foutaient, que c'était juste pour l'oseille. Il y a même une sorte de mépris un peu. Par rapport à vis-à-vis de ces nouveaux pays du foot. Moi, de mépris, ou alors ils étaient peut-être naïfs, ils se sont dit finalement on va mettre des millions pour faire venir des joueurs européens. Non, eux peut-être, mais les joueurs quand ils y allaient, ils n'avaient aucune passion, ils y allaient en fin de carrière. Non, les joueurs ils y allaient pour un peu ce qui s'est passé en Inde aussi. Pour le salaire. Ce qui s'est passé en Inde, on parle de grands pays quand même avec des millions d'habitants. L'Inde c'est pareil. Les mecs quand ils y sont allés, c'était juste pour prendre le chèque. Après l'Inde, c'est peut-être un peu différent parce que l'Inde, ce projet en Inde, du coup, il y a eu un projet de ligue avec des franchises, un peu comme aux États-Unis. Et c'est vrai que là, il y avait effectivement plein de joueurs européens qui venaient là-bas. Et il n'y avait pas, par contre, de projet politique derrière pour faire en sorte que l'Inde soit la grande nation du sport, alors que la Chine, c'est vraiment le cas. Et que depuis les années 2020, depuis 2019-2020, c'est vraiment le pouvoir chinois central qui a repris en main tout le football chinois avec l'objectif
une nation forte de l'Asie en 2030 et d'organiser une Coupe du Monde d'ici 2050. Alors abonnez-vous tous au compte Twitter de Kevin, parce que si vous voulez tout savoir de la politique de Gibraltar dans le football, ou du Kazakhstan par exemple, ou qu'est-ce que tu as fait récemment là? J'ai fait le Groenland. Le Groenland. T'arrives toujours à trouver un Le pays Groenland, comme c'est ça, pas je mal. regarde, je me dis, qu'est-ce qu'il va raconter sur ce pays? Il y a toujours toujours un truc. Si on gratte un peu, il y a toujours du football quelque part. Hein. Okay. Merci messieurs, merci Kevin et Pierre, et encore bravo. Et on espère vous retrouver dans les prochains numéros, bien sûr. On va accueillir Zaven. Zaven, si tu veux venir. Zaven Najar, qui est notre illustrateur, et qui sublime la revue. Chacun des numéros. Là, franchement, Daniel, la une, là, on en est content quand même. Elle est magnifique. Je sais même pas qu'on est content. Sans Zaven, elle n'aurait aucun sens. Voilà. Zaven, bonjour. Ah. Non. Ah. Tiens, On va t'en donner un autre. Voilà. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ah, Zaven, tu le sais à quel point on est content. Hein. Qu'est-ce que tu travailles bien. Franchement, je suis content c'est beau ce aussi. qu'il fait. Hein. C'est fou, les artistes. Hein. Alors, Zaven, raconte-nous. Est-ce qu'on a raconté comment il est arrivé dans le projet? C'est ce que on avait lancé l'appel. C'est ce que j'allais dire. Raconte-nous comment tu es arrivé jusqu'à la revue. En fait, vous aviez lancé un appel où vous cherchiez un illustrateur. Mais en vrai, je voulais vous écrire avant ça, en fait, parce que je me disais peut-être vous allez avoir besoin d'illustrations. Et comment tu voulais qu'on ait besoin à la radio d'illustration? Non, vous aviez parlé de la revue. D'accord. Pardon, je raconte mal. Et donc un matin, je trouve, vous aviez donné un mail, et je trouve ton mail, Daniel. Et donc j'ai envoyé un mail, et c'était assez drôle parce que Daniel, tu m'as répondu direct en mode vraiment, je vais pas faire le casting, désolé, j'ai pas le temps. Et 2 secondes, ce qui est logique. Non, mais t'envoies les premiers dessins, je dis waouh, il sort d'où? C'est incroyable comme c'est bien. Une seconde plus tard, tu me réécris en me disant ouais, non, en fait, c'est cool. J'étais là. Ah ouais, c'est le recrutement le plus rapide de l'histoire. Regardez, oui, il y en a quelques-unes qui. Je crois que Pierre va nous faire défiler quelques illustrations comme ça, brutes, quoi, sans le texte autour. Raconte-nous juste comment tu bosses avec les contributeurs, parce que bon, tu fais pas les trucs dans ton coin, évidemment. Non, en fait, quand j'ai commencé à faire les illustrations de l'After, il y avait quand même plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est que moi, je me transporte à chaque fois dans des sujets différents. Ça peut être et aussi dans des clubs différents. Et par exemple, je représente beaucoup de maillots, beaucoup de joueurs, donc il faut que ce soit assez précis. J'imagine toujours le supporter qui connaît parfaitement ce que moi je connais pas forcément. Donc il faut que donc, le premier travail, c'est beaucoup de recherche sur les sujets. Et souvent, j'appelle les auteurs des articles pour qu'ils. Je me dis qu'ils se disent que j'arrive même pas à lire l'article, parce que ma première question, c'est résume-moi ton article, alors que je l'ai déjà lu 4-5 fois. Mais c'est, je pense, le truc le plus payant, ceci dit. Genre, Thibaut, par exemple, Thibaut Leplat, quand il me résume son article, l'idée, elle vient assez vite, quoi, après. Parce que les auteurs, l'article, ils s'en sont bien imprégnés. Ils l'ont pitché déjà, en fait. Et ce pitch, c'est une synthèse. Et souvent, cette synthèse amène à des idées pour les illustrations. Et tu bosses uniquement sur tablette? Ouais, je bosse sur mon iPad. Et du coup, je travaille de partout, de plein d'endroits. Du coup, pareil, cette illustration, c'était une des plus complexes pour la revue. Ah, c'est l'article sur Salazar, ouais. Ouais. Parce que Nico Villas, l'article sur Salazar, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, c'est l'influence de Salazar, l'ancien dictateur du Portugal, sur le foot portugais. Le foot est très important au Portugal. Et en fait, on voit dans l'article qu'au final, lui, le foot, ça l'intéressait, mais absolument pas. Mais il a tout fait quand même pour brider les supporters. Mais c'est ça, mais c'était vraiment pas simple à illustrer, parce que Nico, on s'appelle, et en fait, il démonte tout un tas de clichés, mais finalement, du coup, il y a rien à illustrer, quoi. Il me dit non, mais en fait, on dit qu'il faisait ça, mais en fait, il le faisait pas. On dit qu'il utilisait le foot, mais en fait, non. Et donc, moi, je me disais... Oui, t'as dit, fais pas d'illustration. Ouais, moi, j'étais là, mais qu'est-ce que je fasse? En fait, j'ai pas d'idée. Et voilà, mais il y avait en même temps cette idée de l'ombre. Mais au bout du compte, c'était ma première idée, d'ailleurs, mais cette idée un peu de l'ombre, et on sait pas vraiment ce qui va se passer. Et puis, Nico, il me parlait souvent de cet espace de liberté qui était le foot à ce moment-là. Et donc, voilà, l'idée que le joueur soit pas dans l'ombre, justement, mais qu'il y ait toujours un peu cette menace. Ça racontait bien l'article
au bout du compte, quoi. Alors, Zaven ne fait pas que les illustrations pour la revue de l'After. Non. Tu peux nous dire un petit peu quelles sont tes activités? Ouais. Principalement, en fait, moi, je réalise des films d'animation et j'ai fait aussi pas mal d'illustrations. Depuis un bon moment, je travaille sur 2 longs métrages d'anime, donc ça me prend un qui va Elle est sortir. belle, hein, Daven. Ah, voilà. Non, mais et ça, c'était assez tout. En vrai, Daniel, je ne te l'ai pas dit, mais c'est Celle-là, franchement, j'en ferai un tableau. Je vais m'en faire un. Mais ouais, truc on va chez faire moi. une impression Elle est- carrément. Non, mais ça m'a touché, en fait, parce que il y a une autre version de Stylus, et donc je fais une V1. Et Daniel, tu m'as écrit en mode ouais, mais en vrai, je rêve de cette image. Non, c'était touchant. Ce soir-là, ouais. C'était touchant ce truc-là, parce qu'on a tous des petits trucs comme ça dans la tête, des images qui nous ont marqué. Bien sûr, les images d'enfance ou d'adolescence, de foot. Ouais, et le foot, c'est ça, quoi. Du coup, c'était vraiment touchant. Et donc, oui, voilà, donc je réalise des films d'animation principalement, et j'ai fait beaucoup d'illustrations pour à la fois des séries d'illustrations pour moi, qui ont après fait leur bruit sur la toile, etc. Et puis j'ai fait aussi beaucoup de publicités, des choses pour des magazines, voilà, ce genre de choses. Voilà. Et il y a un site, hein, Zaven Najar. Ouais. Donc, si vous voulez voir le boulot de Zaven, autre que sur le foot, bien sûr. Et puis, on prépare peut-être pour la suite, on va pas tout dire, hein, Stéphane, mais on prépare peut-être pour la suite des petites choses en plus avec Zaven. Donc, on vous en dira plus quand on pourra. Elles sont devenues quoi, les illustrations avec Verratti, là? Elle était tellement belle, celle-là, que tu m'as fait avec lui, là. Tu veux qu'on fasse une affiche de... Il n'y a pas de souci. Franchement, ce serait drôle. Ce serait oui, drôle, c'est là où tu vois l'ombre de Daniel qui surplombe Verratti, qui transpire. Ouais. Franchement, celle-là, en plus, je n'avais rien demandé, tu m'envoies ça, mais j'étais mort de rire, c'est extraordinaire. Mais non, mais il fallait. Mais je pense que ça venait... à mon avis, tu avais dû t'énerver sur Marco Verratti dans l'after. Non, ça, je crois pas, ça me paraît Ça pas me paraît possible, ça. Ou Ça tu avais me fait paraît des pas compliments, et je me suis dit... Tu m'envoies cette photo, je plus regarde ça, je probable. me dis, cette photo, cette illustration, pardon, c'était fantastique. Ouais, non, mais il fallait. Merci Zaven. Et Merci encore beaucoup. bravo. Merci Parce beaucoup. que, Parce que c'est vrai qu'imaginer la revue sans les illustrations de Zaven, tout à coup, ça n'aurait pas la même tronche. Hein. Non, mais d'ailleurs, je ne veux Bon. pas l'imaginer. Exactement. C'est un pilier de l'after depuis des années, vous le connaissez tous, il a écrit 1000 bouquins sur 1000 sujets, il contribue aussi à SoFoot, enfin depuis qu'il contribue à la revue de l'after quand même, il est passé dans une autre dimension. C'est Chérif Guémour bien sûr, Chérif. Non, c'est celui-là le bon. Ah, ouais, je pensais qu'il allait là-bas. Non, tiens, c'est celui-là qui marche. Voilà. Salut Tché. Salut Gilbert, salut Daniel. Quand je vois des bouteilles comme ça, je pense à Dimitri Payet. C'était pas cette marque, mais oui. C'était pas cette marque, c'est vrai. Bon alors Tché est spécialiste de plein de choses, mais là, pour ce numéro-là, très vite, il a dit ah les gars, ça c'est Tché. Tché il a une idée, il dit ah j'ai une idée là, je vais faire un truc sur les rebeux, ils veulent tous être numéro 10. Ah bon Ouais, en fait, ça remonte au numéro 2. Donc, j'avais fait l'article sur les clichés du foot. Et dans le même paquet, j'avais dit à Daniel, je lui ai dit, tu sais, j'ai une idée sur le numéro 10. Il me dit, super, tu gardes ça pour le numéro d'après. Et donc, voilà, c'est un sujet qui me titillait depuis un bout de temps. Voilà, c'est les numéros 10 Rebeu. Donc, Rebeu, j'assume. J'aime pas le politiquement correct. On a toujours dit comme ça. Et puis, bon, j'en suis un. Donc, c'est réglé. Et non, voilà, quoi. C'était voilà, sur les discussions entre potes et tout. Voilà, on est très fiers de Zidane, évidemment, notre idole. Et puis après, je me suis rendu compte, non, en fait, il y avait une grande lignée. Ça commence avec Mekloufi, ensuite il y a eu Daleb, ensuite il y a eu Moussa Saïb. Et vraiment, dans les années 90. Mekloufi qui était la grande idole de Larquet. Oui, je l'ai eu. Alors, mais quand Jean-Michel Larquet parle de Mekloufi, mais il a des sanglots dans la voix. C'est son idole. Il a tout appris. Tu as vu, hein, quand il avait fait le 11 historique de Saint-Étienne, il s'était pas mis dedans. Il a dit, mais non, je peux pas y être et tout. Ouais. Enfin, bref, par contre, il avait mis Rachid, évidemment. Et voilà, dans les années 90, c'était assez marquant parce qu'on avait à la fois Zidane, Moussa Saïb, on avait aussi Lamouchi par un vrai numéro 10, ok, mais enfin un peu meneur de jeu reculé quand même d'Auxerre, et Ali Benarbia, que j'ai vraiment une très très grande admiration pour lui. Et là, récemment, on s'est rendu compte, notamment en L1,
Il y a énormément de joueurs, voilà, numéro 10 rebeu, alors des fois c'est un peu numéro 8, des fois c'est un peu 9,5, deuxième attaquant, les Fekir, les Aouar, pas exactement numéro 10, mais rebeu. Oui, mais il l'était quand ils étaient Oui, en oui. catégorie jeune, c'est sûr qu'il devait être, parce que c'est juste Voilà. le positionnement des 10 qui a un peu Absolument. évolué, mais de base, ils sont en gros organisateurs un peu du jeu. Absolument. Par exemple, Gouiri, dans l'excellente formation à l'Olympique Lyonnais, on l'a fait jouer un peu numéro 10, un peu milieu. Là maintenant, bon, il est attaquant, on le met sur un côté, il peut jouer aussi dans l'axe. Enfin voilà, il y a toute une galerie. Et moi, j'ai voulu creuser un peu la question. Ça venait d'où Pourquoi les numéros 10 rebeux Et au début, donc c'est une récurrence, parce qu'il y a vraiment des tas d'exemples. Ensuite, on commence à voir un peu les références qui reviennent assez souvent. Donc, en général, petit gabarit, meneur de jeu, assez technique. Et donc, j'ai vu un peu tout le côté positif, aussi la culture. Pourquoi ces joueurs ont cette capacité à faire jouer les autres. Donc, bon, moi, je me suis rendu compte dans ma culture, entre guillemets, afro-maghrébine, arabo-musulmane, enfin bon, bref, que ça tenait à la fois à notre culture, à être au service des autres, à une certaine humilité aussi. Ça, c'est un peu la culture religieuse parce que, voilà. Pourtant, le 10, il est plutôt à se mettre en avant, c'est un peu la vedette. Ouais, mais il se met au service des autres. Et alors, justement, donc, cette volonté de se mettre en avant, de bien tripoter le ballon, on est un peu perso, il faut le reconnaître. Donc, il y a aussi cette caractéristique. Ouais, donc je me suis... Et donc j'ai eu un collègue algérien, il m'a raconté, il m'a dit, tu sais, le footballeur algérien, il aime bien briller, il aime bien se mettre en lumière, il aime bien taquiner le ballon, la garder un peu trop longtemps. Donc, et moi, on m'a même dit, ça peut même être souvent dans le vestiaire celui qui prend le plus la tête à l'entraîneur. Oui, parce qu'il a une réflexion sur le jeu, en fait. Ouais. On a très bien vu comment Zidane est devenu aussi un grand entraîneur. Donc il y avait ce côté positif, où on met vraiment en avant les qualités particulière de ce numéro 10 rebeu. Et d'un autre côté, il y avait un truc que je trouvais déjà un peu plus problématique, c'est dans la formation du football français. Parce que le numéro 10 rebeu est devenu à la fois un archétype et un stéréotype. Alors carrément dans la formation, donc j'ai un peu creusé, on le savait tous, hein, plus ou moins, on est entre nous, hein, entre gens du foot, voilà. Il y a prototype du grand black costaud qu'on met derrière, vous le savez tous, en défense, en milieu de terrain et tout. Et le numéro 10, le rebeu qui est assez technique. Et à chaque fois qu'on a besoin d'un peu de technique, un peu de création... Mais ça, c'est un stéréotype qui, j'en ai parlé 1000 fois, mais qui a fait beaucoup de mal au foot français. Hein. Ah oui, évidemment. Donc, comment dire... Et là, j'ai encore des témoignages de formateurs, d'éducateurs, ils m'ont confirmé, et même d'agents de joueurs... Quand dans une équipe en L1, en L2, puis même dans les catégories inférieures, on a besoin d'un peu de technique, un peu de création, c'est un langage codé, mais on comprend, il faut prendre un maghrébin, un numéro 10 rebeu. Pas exactement un numéro 10, mais un peu technique, un peu meneur de jeu. Et ça oui, mais le problème, c'est qu'il n'a pas ces qualités-là de façon innée. C'est qu'en fait, on a fait en sorte d'enfermer les mecs dans des qualités. Je pense, par exemple, quand on parle du grand black costaud, alors qu'on voit très bien qu'il suffit juste dans l'éducation footballistique, tous les mecs qui sont passés par l'académie Jean-Marc Guilloux, tu avais des Yaya Touré, tu avais des joueurs fantastiques après. Sauf qu'en France, on a fait pendant des années des cases. On mettait les mecs en fonction de qualité physique et non pas d'aptitude où tu allais bosser avec les gamins en fonction de... Non, on disait, non, toi tu dois courir vite, tu vas jouer là. Toi, t'es petit rebeu, tu vas jouer là. Mais c'était terrible, hein, mais t'en parles un peu. Ça veut dire dans que le foot français, le rebeu qui est latéral, c'est un 10 raté. Globalement, oui. Au départ, c'était ça. C'est pour Oussem que je dis ça. Non, mais bon, par exemple, je suppose... Oussem, Tunisie, ils font plus ses défenseurs. Prenez un Fofana à Lens, c'est le prototype du grand black costaud, mais qui est vachement technique, qui a évidemment une intelligence de jeu. Oui, parce qu'on est un peu sorti de ça, heureusement. Et en plus, lui, on l'a sorti de là. Il s'est barré, il s'est sorti de là, il est allé. Moi, je pense que je suis sûr qu'au départ, on l'aurait enfermé. On l'a mis derrière. Je suis quasi persuadé qu'au départ, Fofana, on l'a mis derrière. Et en fait, vous le voyez, c'est un numéro 10. Enfin, pas un vrai numéro 10, mais vous voyez ce que je veux dire. Et le truc, ce délire-là, il allait jusque chez les féminines, avec Louisa Nessib. Pareil, on est chez les féminines. Qui on prend en numéro 10, meneuse de jeu? Ça, c'est drôle quand tu racontes ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors du coup, ça fait des héritiers, parce qu'évidemment,
avec l'arrivée de Zidane, ça a ancré encore plus le stéréotype du numéro 10 maghrébin et tout. Après, Et on a inventé même, on en a créé. Quoi. On en C'était a créé. le futur Zidane. Voilà, c'est ça. Comme aux États-Unis, chaque année, on nous présente le nouveau Dylan, qui n'arrive jamais, évidemment. Le nouveau qui? Le nouveau Dylan. Aux États-Unis, dans le monde de la musique, chaque année. D'accord, Bob Dylan. Ouais, Bob Ah Dylan. ouais, ouais. Je cherchais attend un mec le- d'Everton, là. C'est pour ça. On attend le nouveau Bob Dylan, qui évidemment ne vient jamais. Et là, rappelez-vous l'équipe de France, Mourad Mehdi, Kamel Meriem, Nasri. Bah, Et tu même- sais qu'on avait connu avant le nouveau Platini. Oui, évidemment, avec Ferreri, Vercruis. Vercruis, Ouais, bien évidemment. sûr, c'est- Donc, notre formation, notre vision du foot tourne parfois en rond. Et ça, c'est un peu les, entre guillemets, les mauvais côtés, la Bah, dérive. Oh, ça, c'est les raccourcis, c'est quand tu n'as pas envie de réfléchir. Voilà, Tu veux c'est faire ça, du simple, c'est ça. tu Mais fais- c'est une réalité. On parlait des Bien sûr, c'est clichés, une réalité. on est en plein dedans. Exactement. Allez, voilà. reste avec nous, Shérif. Alors, un de nos contributeurs, vous connaissez tous dans l'after, qui Peut-être nous sur a les thèmes, rejoint. si les gens avaient des questions, qu'est-ce que tu en penses? Alors, Tu- je tu- préfère qu'on fasse tous les contributeurs et qu'après, les conducteurs d'émission, c'est moi, Daniel, tu sais Ok, bien. ouais. Simone Rovera est là. Simone. Ah bah, il est où? Ah, il était au téléphone avec un agent, évidemment. T'aurais dû te mettre encore plus loin, Simone. Entrée triomphale. Non, mais En même temps, il a gagné l'Euro, hein. Non, mais il est perturbé. Il est très, très perturbé parce qu'il a vu le tirage au sort tout à l'heure. Ah il oui. est très perturbé. Il est venu me voir en direct. Je lui dis, me dis pas que tu as peur. Je lui dis, c'est les autres qui doivent avoir peur. Et on dit aussi l'autre chose qu'on s'est dit après. De quel joueur on a parlé? Ah, de qui tu veux mettre à la retraite ce soir-là? C'est le moment ou jamais. Hein. Ah non, je disais, c'est lui qui doit être sur le terrain pour nous. Et après, l'autre, on va le mettre à la retraite. Soit c'est le match de sa vie pour sa dernière Coupe du Monde, soit c'est la retraite. Ce sera en tout cas dramatique ce match. Franchement, il va y avoir une vraie intensité dramatique complètement folle autour de ce match-là. C'est déjà dramatique. Déjà, toi, t'es pas bien. Dès maintenant, 4 mois avant, je sais. Tu vois, Pour ceux qui ont raté une étape, l'Italie et le Portugal risquent de se rencontrer. Vont se Personne n'a rencontrer. raté cette étape. Hein. Bah, peut-être. Hein. Tu sais, des fois, tu as des gens Sauf qui non, pensent à la Simone a élaboré une théorie à un moment là, entre deux bretzels. Il me fait, à moins que contre les Turcs, les Portugais. Il me dit, mais après, il faut faire la finale en Turquie. Niveau, ça va être un peu chaud et tout. Et donc, il en était à se demander si c'était mieux de jouer les Turcs ou les Portugais. est-ce que c'est pire de perdre face au Portugal ou pire de perdre face à la Turquie? Je sais pas, moi, je me Ah, dis mais que en c'est même les temps, autres qui doivent avoir peur. C'est l'histoire de l'Italie de gagner une fois, puis de la fois d'après de pas être qualifié. Ah non, la 2 Coupes du Monde de suite, là, déjà raté une Coupe du Monde, Ah c'est oui. c'est pas normal. Ça arrive 2, en ce serait 26. un truc de fou. Hein. 2026, c'est loin, hein? Imagine, 2026, prochain Coupe du Monde. Eh oui. Et tu dois Comment encore ça te te préparer, qualifier. mon vieux? Bon, alors, pour ce numéro-là, tu as voulu parler de Berlusconi. Oui. Bah, déjà, c'est un sujet Vaste. Non. C'est une saga. En Italie, on peut parler de Berlusconi pour tous, hein, pour le football, pour la politique, pour La chanson, la la chance. télé. La télé, c'est vraiment l'homme d'une partie de l'histoire italienne, à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il est encore là, il est encore un homme politique très très fort. Et là, dans cet article, on parlait de la relation entre la politique et Berlusconi, et si le football a été un moyen pour arriver pour son parcours politique. Et avec toutes les personnes que j'ai interviewées, avec qui j'ai parlé, des personnes très proches de Berlusconi, des personnes qui ont suivi Milan dans ces années-là, au final, tu te rends compte que la politique a été plutôt presque un accident dans lequel il est tombé. Il était obligé de devenir un homme politique, mais qu'au début de sa carrière, quand il était entrepreneur, quand il faisait du bâtiment, quand il a même pris les Milan AC, il n'y avait aucune idée pour lui de faire de la politique. Je l'explique dans la review. Il y a un moment où tout change en Italie, les années 90, manipulité, c'est-à-dire la politique et les pots de vin et toutes les enquêtes qu'il y a eu derrière, et les hommes politiques de l'époque qui étaient vraiment très très mal engagés dans cette situation. On demandait à Berlusconi, viens prendre la relève pratiquement. C'est-à-dire nous, on ne peut plus continuer. Lui, il avait des liens très Il forts. était censé être l'homme propre après toutes les années noires de liaison entre pouvoir et mafia. En homme propre, on a fait mieux. Écoute. Mais donc, il s'est retrouvé un peu, je ne dis pas coincé dans cette histoire de devenir l'homme politique, l'homme fort de la politique italienne. Et il a travaillé avec ses moyens, c'est-à-dire l'utilisation de télévision, le langage
un peu de la publicité, du commerce. Il a fait la politique comme l'homme du spectacle, pratiquement qu'il était devenu, parce qu'il était entrepreneur, mais était vraiment un homme de spectacle. Il participait à l'émission télé, c'était quelqu'un de très connu, et les spectacles encore plus, c'est devenu une partie de lui avec Milan, quand il était les premières sur la scène. Ce qu'on peut dire, c'est que autant politiquement, je pense qu'on peut critiquer très très largement son action, mais en président du club, c'est incroyable ce qu'il a fait. C'était un président extraordinaire. Il a gagné 29 trophées. Lui, il a dit, j'ai gagné autant que Bernabeu. Donc j'espère qu'un jour, il y aura un stade à ma mémoire, comme il y a les Santiago Bernabéu pour le Real Madrid. Évidemment, les dernières années ont été un peu moins riches. Le dernier trophée, c'est la Supercoupe italienne. Et il avait même une vision sur le jeu, parce qu'il disait Milan, comme tu as parlé de spectacle, Milan, ça doit bien jouer. Ça doit être une équipe qui jouera tout le temps bien. Et c'est pour ça qu'il était allé chercher Sacchi à l'époque. L'histoire, elle est folle. Quel président aujourd'hui va chercher un inconnu et quand ça démarre mal, le soutient? Et a dit ce sera avec lui jusqu'au bout. Oui et non. Lui encore aujourd'hui va chercher des entraîneurs un peu inconnus, parce que les derniers entraîneurs qui voulaient faire venir au Milan, c'était Sarri. Donc il cherchait vraiment... Il a en plus une vision sur le jeu et sur ce qu'il a envie de voir quand il va au stade. Mais par contre, en politique, il a jamais trouvé, on peut dire, son entraîneur préféré. C'est toujours lui, président, entraîneur, qui était un peu sa fonction dans les années, fin des années 70, début des années 80. Lui était entraîneur d'une petite équipe qui était sponsorisée par la Société des bâtiments de sa famille. Et donc là-bas, il était directeur sportif, entraîneur, président, il faisait tout. Et un peu comme, au final, il est devenu au Milan, il faisait tout, mais on ne disait pas. Alors, comme tu l'as mis dans ta petite présentation, tu es originaire de la ville du Nutella. Savoir que Simone... la truffe, d'abord. Il y a deux choses, il y a la bouffe et le football. Et alors, il nous ramène régulièrement un tiramisu magnifique. On va bientôt confronter. Voilà, c'est ce que je voulais annoncer. Ça, c'est le grand événement à venir dans l'after. C'est pas du foot, c'est le champion de France du tiramisu qui va venir. De France, tu plaisantes, du monde. Pardon? Oui. Le champion du monde. Madame Rovera fait un tiramisu qui vaut... Dans le champion du monde, il est français. 11 sur 10. De tiramisu. Oui. Et en fait, on va faire venir dans l'after le champion du monde de tiramisu pour le confronter à Madame Rovera. Alors, je ne dis pas à Madame Rovera qu'elle doit se confronter à ça, sinon on lui met elle va avoir la pression. Tu dis rien, qu'elle le fasse comme d'hab. J'ai dit que c'est pour Daniel, qu'elle aime bien faire. C'est pour moi, c'est tout. Tiramisu pour Daniel, mais après, on va voir la compétition. C'est pour quand? C'est avant Noël? C'est après Noël? Oui. On va voir. Si, il a dit qu'il venait, le champion. Il habite à Lyon, non? C'est ça, le champion? C'est ça, il est à Lyon. On verra. Ça paraît bizarre, moi. Le mec, il habite à Lyon, champion du monde de tiramisu. Je suis pas très confiant. Ça va aller. Ça va bien se passer pour nous, Simone, t'inquiète. Merci les gars, Simone et Chérif. Alors, j'aimerais qu'on accueille un contributeur un peu symbolique qui est avec nous, c'est Grégory Sokol, parce que c'est la preuve qu'en étant auditeur de l'After, on peut devenir contributeur de la revue. C'était également un des buts. Et c'est important parce que c'est aussi le but du site afterfoot.media que Pierre gère de main de maître au quotidien. C'est de pouvoir... vous publier, c'est-à-dire que non seulement on est tous la famille de l'After, mais que vous puissiez vous aussi confronter vos opinions avec le plus grand nombre. Donc ça se fait sur le site afterfoot.media et Grégory un jour nous a contacté. Ouais. Grégory, justement, avec un sujet, tu peux nous raconter comment ça s'est fait? Oui, je ne m'attendais pas du tout à venir sur scène. Donc surprise. Ça va aller, t'inquiète pas, ça va bien se passer. On est entre nous. Non, auparavant j'avais contribué pour SoFoot à plusieurs reprises. Et étant auditeur de l'After... Ah, t'étais pas un débutant. Ah oui, t'avais fait un article que tu m'avais dit dans le mail. Quelques-uns. Et là, quand j'ai vu que l'After sortait une revue... alors, mon rapport avec l'After, en gros, c'était mon coin de France quand je vivais à l'étranger, à Glasgow donc. Et je me suis dit, pourquoi pas leur proposer un sujet sur cette ville que je connais plutôt bien. Voilà, donc tu as fait un sujet sur la fameuse rivalité Celtic et Rangers. Et ce qui est intéressant, c'est que tu déconstruis pas mal d'idées reçues sur cette rivalité. Oui, en fait, c'est ce qui m'a frappé en vivant là-haut, c'est qu'au final, la religion, personne n'en parle, quoi. Oui, parce qu'en fait, ça a toujours été l'idée. C'était les catholiques, les protestants. Et dans le mail, le sujet que tu me vends, tu dis, comme nous, l'idée était aussi de faire foot politique.
Tu me dis, non, mais il y a plus à dire de ce côté-là que du côté de la religion. Et là, Oui, on s'est c'est- dit, banco, on y va alors. C'est ce qui a été compliqué au départ, c'est que je vous ai proposé un sujet sans connaître la thématique de la revue. Je me suis dit, bon, Celtic Rangers, c'est à peu près fourre-tout. On peut trouver à peu près tout. C'est vrai. On peut trouver à peu près tout avec cette rivalité-là. Et le volet politique est extrêmement important. Au final, c'est le domaine sur lequel il s'écharpe le plus désormais. Bon, c'est passionnant, en tout cas, merci beaucoup. Et c'est la preuve voilà, que nous, on accueille toutes les propositions. Hein. Si demain, vous avez une idée géniale et puis des envies d'écrire, il y a le site, il y a la revue. Et l'idée, c'est vraiment de faire ça de façon participative avec vous tous. Et puis, bon, c'est quand même satisfaisant d'être publié, quoi, j'imagine. Oui, Grégory, c'est une donc, fierté, vraiment. nous, on est contents aussi. Hein. Voilà. Donc, merci beaucoup. Très bien, Grégory, merci beaucoup. Alors, avant de passer aux questions-réponses, j'aimerais qu'on accueille quand même deux de nos piliers de l'after qui sont là. Déjà, ils nous supportent toute la semaine. Ils viennent même le vendredi quand ils bossent pas Il y en a, ils jusqu'ici. passent son temps en vacances en ce moment. Voilà, c'est Oussem Loussaïef et Jimmy Brown, messieurs. Et évidemment, avec Daniel, on a bien sûr voulu que tous les membres de l'équipe de l'After participent aussi à la revue. Donc Jimmy et Oussem, par exemple, ont été très actifs sur les légendes des photos, hein, les légendes un peu... Bonsoir tout le monde. Un peu original, quoi. C'est souvent Jimmy et Oussem. Et vous avez même écrit dans la revue, Exactement. les gars. Alors Jimmy... Commence par Jimmy aussi. Enquête particulière. Déjà, je voulais m'excuser pour le retard. Je suis passé par le bois de Boulogne en venant. Vous savez pas ce qui m'est arrivé. C'est un truc de dingue. Ah, c'était toi. J'étais à un feu rouge. Enfin bref, c'était une histoire. Ah, c'était un peu toi. farfelue. Voilà. C'était toi. Je suis bien là, tout va bien. Ça me fait plaisir de vous voir. On le dira pas. Comment ? On le dira à personne. Tu ne porteras pas plainte, toi. Donc tu l'as expliqué dans l'émission à plusieurs reprises. Tu es abonné au Parc des Princes depuis des années. Exactement. Et je vois qu'il y a quelques masses du PSG. Ça fait plaisir quand même. Il y a aussi des survêtements de l'OM aussi. Oui, probablement. Et tout le monde est bienvenu. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Ah ouais, putain, il me regarde mal devant. Tout va bien. Et donc tu t'es dit, tiens, mon stade change, je vais le raconter. Exactement, c'était l'idée, ouais, parce que moi j'ai connu le parc depuis que j'ai 33 ans, depuis que j'y allais depuis que j'avais 15 ans à peu près. Et puis tu sais, c'est marrant, tu te souviens de tes premiers matchs au stade où tes parents veulent pas trop que tu y ailles, c'est dangereux, faut pas aller au parc, on sait pas ce qui s'y passe, etc. Tu vois les images à la télé, bon, bref. Donc j'allais au parc et puis c'est vrai que c'était une ambiance différente. Moi j'ai commencé par connaître le parc en allant à la tribune Auteuil à l'époque. J'ai jamais été encarté dans un groupe de supporters, mais j'allais en tribune Auteuil. En fait, le spectacle il était beaucoup plus à l'époque en tribune que sur le terrain. Parce que si tu veux, sur le terrain, sauf leur respect, les joueurs de l'époque, c'était pas, tu vois, c'était pas, on n'avait pas encore Neymar, Mbappé, Messi, tout On parle ça. de l'époque de Jérôme. Heureusement qu'il est pas là. L'époque de Jérôme, non mais Jérôme Ça, c'est pas c'était cool. l'idole. Jérôme c'était l'idole, c'est différent. Jérôme il était malin parce qu'en fait il faisait pas des super matchs. Jérôme, et je vous raconte la vraie histoire, ce que je lui dis tout le temps. Moi j'étais fan de Jérôme parce qu'à la fin des On matchs, parle de Jérôme Rotten, hein, bien sûr. Jérôme Rotten, bien sûr, il enlevait son maillot Bien et sûr, c'était il le avait seul toujours son mec qui truc. avait le truc fier d'être parisien. Ouais, Il faisait le tour du parc. il venait nous voir il comme achetait ça. les supporters avec ça. Et Il nous, faisait on le tour, croyait il faisait un ça. tour d'honneur On tout croyait à seul. ça. Bien Alors que sûr. le mec, il avait pas mis 3 bons ballons dans le match, mais il faisait le tour d'honneur à la fin avec le truc fier d'être parisien. Je lui envoie un message tout de suite. Et on Il l'a tombait fait tous, une quoi. fois ça. Enregistre, ça me fait lui écouter, là, il a débarqué. En On Porsche, tombait il est tous là en là-dedans. 3 minutes 30. Bref, et non mais après il va passer par le bois de Boulogne et il risque aussi. Voilà. Et donc oui, maintenant, forcément par la force des choses, vu que je suis avec vous le plus souvent, j'y vais de moins en moins au Parc des Princes, mais le peu de fois où j'ai l'occasion. Ne dis pas que tu revends tes places quand même. Non, Non, quoi, pas tu parles. toi. Non, écoute, parfois tu es obligé de donner, vendre, se prêter, ça dépend de comment on s'organise. Mais le peu de fois où je vais au Parc des Princes, c'est vrai que la population a totalement changé. Et après, voilà, la discussion, c'était de savoir, au travers des personnes que j'ai interrogées, que j'ai pu croiser au parc, où j'ai interrogé notamment Jérôme Rotten, avec qui on travaille, Julien Cazard, qui est un abonné de longue date du Parc des Princes. Et la question plus globale à se poser, est-ce que c'est le parc qui a changé, ou est-ce que c'est tout simplement moi, en fait, qui ai plus 15 ans aujourd'hui, qui en ai 33 ? Et à 33, tu ressens pas les mêmes choses que Non, mais quand Jimmy, j'avais je pense 15 ans. que c'est le seul club en France qui a vécu cette mutation-là, parce que c'est le seul club qui a autant changé. Je pense que c'est comparable peut-être à ce qui s'est passé en Angleterre, dans certains stades, où il y a eu cette mutation parce qu'on a augmenté fortement le prix des places, et ça a changé un peu la structure sociologique dans les tribunes. Au parc, effectivement, en tribune Auteuil, c'est, je pense, à peu près le même type de personnes qui vient et qui venait il y a depuis toujours même, on va dire. En revanche, dans le reste du Parc des Princes, comment on appelle ça, le panier, pas le panier repas, mais le panier conso, le panier moyen de consommation, je pense qu'il a fortement augmenté, et il n'y a pas d'autre club en France qui a vu une telle mutation de son public.
Et c'est des phénomènes qu'on a retrouvés qu'on retrouve en Angleterre. Mais ça, oui. Mais d'aucuns pas en France. D'aucuns te diront. D'où le changement que tu observes quand il va. Voilà, mais d'aucuns te diront, à l'époque, dans les années 90, le PSG est champion en 94, il y a 30 000 personnes dans le stade. C'est ça, et il y donc avait c'est les 32 000 gens. ce soir-là, Aujourd'hui, ouais. le stade est plein, donc ces 15 000 là, en fait, que tu voyais pas avant, c'est les 15 000 nouveaux qui Ouais, sont c'est ça aussi. qui souvent parlent pas français, qui viennent de l'étranger, qui viennent parfois de très loin. Et ce qui explique que aussi Des gens qui ont plus de moyens que dans les autres stades, et d'où la disparition de ta fameuse merguez frite que tu peux plus bouffer maintenant. Exactement. Et Ils voilà. ont mis Donc, quoi, maintenant, là-bas maintenant, tu Ils vends disent des quoi burritos au Parc des Princes, c'est incroyable. Tu vas pas au stade. Ça, le pour manger un burrito, il veut pas le Ça voir. m'a hein. choqué. C'est un Non, truc, non, ça ça le m'a choque, choqué. le burrito, il veut pas. Voilà. Comment il s'appelle le car qui vend des burritos? Ça s'appelle El Camion. C'est dingue. T'es au Parc des Princes, c'est un truc qui s'appelle El Camion qui vend des burritos. Enfin, je sais pas sur le principe, je trouve ça complètement improbable. Mais bon, voilà. C'est comme El ça. Camion. Ça pourrait être le camion, mais non. Oussem, en fait, Yes. on va en profiter pour parler vous dévoiler en partie ce qu'on va faire dans la prochaine revue avec Oussem, puisqu'on bosse déjà, Daniel, sur nos prochaines thématiques. Alors déjà, il y a une petite évolution que vous avez peut-être notée, vous qui êtes abonné de la première heure, c'est qu'on essaie de faire vraiment plusieurs thèmes maintenant dans la revue, plutôt que rester un peu monothème comme on l'était sur le premier numéro, parce qu'on se dit quand même, bon, si demain on fait, je sais pas, Il y a trop de choses à dire. foot et politique, et qu'il y a des gens, bon, la politique, ça les intéresse pas du tout, ils veulent plus du jeu ou autre chose. Voilà, il faut que tout le monde y trouve quelque chose. Et si on se dit que si chacun d'entre vous trouve 3 ou 4 articles parmi la trentaine qu'il y a dans la revue qui lui plaisent vraiment, on se dit bon, bah, ce sera gagné, quoi. Et l'idée est clairement, on peut le dire maintenant, mais on l'a vu déjà dans le 3, il y a beaucoup d'articles sur le concept au sens large qu'on appelle de plaisir, le plaisir du jeu, le plaisir du foot. Bah, l'article de Shérif rentrait dans ce cadre-là, le tien aussi. Et dans le prochain numéro, oui, ça tournera autour des gestes, des matchs, le plaisir, le kiff, quoi, ce qu'on aime dans le foot. Il y aura une grosse partie tout le temps dorénavant là-dessus. Et donc dans le 3, tu as fait la fameuse lucarne. Exactement. On n'y est pas encore allé, Oussem. Ouais, faut y aller. Toi, oui, mais il faut qu'on y aille. Il faut y aller. La fameuse lucarne d'Evry, tout le monde en a entendu parler. En plus, c'est des amis d'enfance, parce que je suis originaire de cette ville-là et Daniel est issu de pas loin aussi. Et donc en fait, pareil, on m'a parlé de football plaisir, football politique. Et je voulais pas faire C'est incroyable l'histoire de cette lucarne. Je voulais pas faire un angle classique, voilà, la lucarne d'Evry, présenter les mecs. Je voulais surtout faire le lien entre comment un geste a permis des récupérations politiques, comment le maire de la ville s'en est emparé, comment ces mecs-là qui ont juste mis un ballon dans une fenêtre, quand on y pense, c'est juste ça, ont été approchés par Adidas pour faire une pub avec Messi. Donc c'est tout ça que ils ont que je dégainé raconte. super vite pour faire très un truc vite, avec Messi. très vite. Au bout de 3 semaines, après la signature de Messi, ils ont contacté les auteurs du jeu et alors ils ont caché le nom. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des créateurs de cette lucarne? Est-ce qu'il y a des mecs qui se sont appropriés le truc? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a un visage, puisque c'est le visage qui a fait connaître la lucarne, mais que quand tu vas voir les aînés de son quartier, les mecs un peu plus grands, ils disent mais moi j'ai joué à ça avant lui, tu vois. Donc chacun s'approprie un peu la création. Mais il y a des mecs qui ont touché un peu de thunes pour ça. Alors, parce qu'il paraît que ça tourne en France, il y a un faux mur. Alors c'est ça aussi l'intérêt de l'article, c'est que ils ont tellement réfléchi business assez rapidement qu'il y a un mécène, une personne de la ville qui a décidé de leur offrir une lucarne portative pour qu'ils puissent aller faire les foires, des animations dans les villes. Et ils en ont déjà fait quelques-unes et c'est devenu un business. Voilà, et c'est ce qu'il me dit, le personnage principal qui s'appelle Malamine, il me dit, mais moi à la base, on essaie de viser un panneau. Et puis un jour, on a regardé, juste à côté, il y avait une fenêtre. On s'est dit, pourquoi on n'essaie pas la fenêtre? Et comme ils ont galéré à mettre la balle dans la fenêtre, ils ont dit, on va faire ça toute la journée, quoi. C'est un local poubelle derrière. C'est un local poubelle. C'est un local poubelle et ils ont la clé maintenant de la fenêtre de la poubelle. Ils n'ont pas la clé de la porte, mais ils ont la clé de la fenêtre, tu vois. Au cas où il y a des nuisances, au moins ils arrêtent le jeu, quoi. Parfait. Merci les gars. Merci à vous. Donc voilà les contributeurs qui étaient parmi nous ce soir. Et vous voyez que l'équipe de l'After, Oussem et Jimmy, vous les retrouvez aussi à l'antenne, hein, tous les soirs quand Oussem n'est pas en vacances. Puisqu'il y a beaucoup plus de vacances. Tu pars beaucoup, Oussem. Hein. Ouais. Congé paternité, voilà. Congé paternité. Bravo, Oussem. Merci encore. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu poser des questions, de toute façon, on est là, hein, donc on va continuer la discussion tranquillement à côté en mangeant un petit morceau. Voilà. Et puis je remercie tous les contributeurs qui sont venus. C'est sympa. Merci à tous.